Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on part combien d'années en arrière? On part 182 ans en arrière, précisément le 8 juillet 1839, naissait dans l'État de New York, notamment dans la ville de Richmond, Monsieur John Davison Rockefeller. Vous avez entendu parler de l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité? Non, pas de l'histoire de l'humanité. L'histoire, c'est Kanga Moussa. Lui, il avait une fortune estimée aujourd'hui à un peu plus de 1000 milliards de dollars. Mais dans le monde industriel, c'est-à-dire depuis avec la révolution industrielle entamée au XVIIIe siècle, il aura été aussi véritablement l'homme qui va dominer le 19e siècle en termes de richesse. Sa fortune était estimée à l'époque, enfin aujourd'hui, si on convertit ça en à peu près 340 milliards de dollars. Donc, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans le pétrole. Alors, lui, il est né dans une famille très pauvre, mais la particularité de la famille de Rockefeller, c'est qu'il avait un père qui était un espèce de commerçant itinérant, et puis sa mère était femme au foyer. Et donc, de ce père-là qui était commerçant, il va prendre le goût des affaires, et puis de sa mère qui était très, très, très pieuse, il va prendre le goût déjà de la rigueur, de la loyauté, le fait aussi de garder son sang-froid et d'avoir toujours la tête froide dans toute situation. Ce sont des qualités que lui-même disait avoir acquis de sa mère. Et puis derrière l'homme, il faut savoir qu'au 19e siècle, enfin au 20e siècle, Rockefeller était la moitié des Américains. Il y a un économiste, il a une formule, celui que j'adore, il disait que Rockefeller, la moitié des Américains le détestaient et l'autre moitié des Américains voulaient lui emprunter de l'argent. Donc c'est pour te dire combien de fois cet homme était véritablement imposant dans l'univers du pétrole. Il faut savoir qu'il est arrivé dans l'univers du pétrole pas tardivement, très précocement et tout à fait par hasard. Parce que il faut savoir que donc sa famille n'est pas particulièrement riche. Sa maman a 6 enfants et lui il est parmi les derniers. Et puis, dès l'âge de 16 ans, il est obligé d'abandonner ses études parce que, évidemment, ses parents n'ont pas les moyens pour continuer à lui permettre de continuer ses études-là. Et donc, il va être obligé de travailler. Et puis, donc là, il va commencer à travailler comme comptable. Et donc, en apprenant la comptabilité, cela va lui servir par la suite parce que quand il travaille dans une petite épicerie où il apprend la comptabilité, cette comptabilité va lui permettre plus tard de manier les chiffres et d'affiner son sens des affaires. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer comme être comptable et puis 2 ans plus tard, il va finir comme chef comptable de cette petite épicerie. Et puis, il va, au moment où on commence à découvrir le pétrole et ses vertus, donc lui, il va sentir véritablement qu'il y avait de l'argent à se faire et donc il va décider de se lancer dans le raffinage du pétrole. Et donc, il va commencer par racheter des raffineries. Eh bien, il faut savoir que le monde du pétrole à l'époque il y avait 3 grands acteurs. Il y avait ceux qui géraient les puits de pétrole, il y avait ceux qui les transportaient, et il y avait ceux qui les raffinaient. Ceux qui les raffinaient étaient également ceux qui les distribuaient aux consommateurs. Et donc, lui, il va décider d'être dans cette partie-là, donc le raffinage et la distribution. Et donc, rapidement, il faut savoir qu'à l'époque, l'âge d'or du pétrole voulant, il y avait des dizaines d'exploitants en raffinerie aux États-Unis. Donc, c'était véritablement la liberté, c'était un système ultra-libéral. Et donc, à force de travail, de persuasion, de ruse, et parfois même en utilisant des méthodes qui étaient peu orthodoxes, voire carrément illégales, il va petit à petit racheter ses concurrents en matière de raffinerie. Et parfois, il va y avoir des méthodes, parfois il allait négocier avec les transporteurs parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, au début, les barils de pétrole se transportaient dans des fûts faits en bois de chêne et c'est la raison pour laquelle la valeur du pétrole était indiquée en baril et c'est la raison pour laquelle ça se fait toujours, on parle toujours de baril de pétrole pour donner la valeur du pétrole. Or, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment des barils de pétrole. Et donc, il va, après avoir racheté la plupart de ses concurrents dans l'État de New York, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de faire quelque chose à l'époque qui
activité totalement illégale, il va aller voir les transporteurs pour demander à chaque fois de rabaisser au maximum les coûts. Et donc, une fois, les transporteurs vont donc refuser de lui consentir un rabais. Et là, il va avoir une idée de génie, c'est-à-dire qu'il va court-circuiter les transporteurs parce que 99% du transport de pétrole se faisait par voie ferrée. Et donc, il va décider de contourner, si tu veux, les transporteurs qui étaient les propriétaires des voies ferrées en créant lui-même son système de pipeline, donc les oléoducs. Et donc, c'est lui qui a inventé ça. Bien sûr, c'est lui qui va être le premier à mettre en place des oléoducs pour aller directement des lieux où on puisait le pétrole pour l'emmener directement aux raffineries en court-circuitant les transporteurs et donc en faisant des marges considérables. Et la deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va, le premier, être l'un des premiers grands fondateurs des trusts américains, c'est-à-dire des grandes entreprises, en rachetant petit à petit des concurrents. Bon, il y avait des fois où si un concurrent ne voulait pas être racheté, eh ben, comme je le disais, des fois, il allait voir l'entreprise qui transportait ses barils et en secret, il négociait des accords pour que on ne transporte plus les barils du concurrent, ou des fois, il allait pour convaincre les actionnaires de l'entreprise concurrente de faire un espèce d'échange d'actions pour leur permettre de fait qu'ils acceptent l'absorption de son entreprise, de leur entreprise, et que celle-ci soit intégrée dans celle de Rockefeller en échange d'actions. Et donc, d'autres, parfois, il va aller même jusqu'à organiser des grèves dans des entreprises de ses concurrents en soudoyant les responsables syndicaux. Donc, grâce à ces méthodes-là, parfois, et parfois aussi avec d'autres méthodes tout à fait légales, c'est-à-dire que il expliquait à certains propriétaires de raffineries que s'ils voulaient véritablement avoir la main mise sur le marché, avoir un contrôle sur le marché et donc avoir la capacité de jouer sur les prix, ils devaient donc se réunir pour constituer de très grands ensembles. Et donc certains l'ont suivi et c'est ainsi que la Standard Oil est devenue une véritable machine industrielle, notamment en matière de pétrole, et c'est ainsi qu'il va petit à petit bâtir son empire. Et donc, au début, à la fin du 19e siècle, donc à partir de 1870, Rockefeller, en matière de raffinerie, il contrôle à peu près 90% du marché américain. Il contrôle à peu près 40 ou 50% du transport. Il contrôle à peu près, même au niveau des entreprises qui font de la distribution du carburant, il contrôle dans les 80%. Donc, bref, toutes les entreprises qui font du transport, du raffinage et de la distribution de pétrole aux États-Unis appartiennent directement ou indirectement à la Standard Oil de Rockefeller. Et puis donc, face à cette puissance, cette omnipuissance, eh ben, les Américains, donc les politiques américains, vont décider de mettre en place, évidemment, des moyens qui pouvaient garantir la liberté de la concurrence, puisque lorsque vous avez des trusts, c'est-à-dire des entreprises géantes qui dominent le marché, eh ben, cela tue la concurrence et cela ne permet plus aux consommateurs d'avoir, de pouvoir multiplier les offres, d'accord, puisque les offres deviennent à peu près les mêmes et les offres surtout appartiennent aux mêmes entreprises. Les offres sont faites par les mêmes entreprises. Et donc, ils vont mettre en place, ils vont voter une loi en 1870 qu'on appelle la loi Sherman ou la loi antitrust. Et c'est cette loi-là qui va imposer à la Standard Oil évidemment, d'être scindée en plusieurs entreprises. Mais entre le moment où on a voté cette loi-là en 1870 et entre le moment où cette loi va effectivement entrer en vigueur, il faudra attendre 1914. Donc, c'est dire la capacité avec laquelle Rockefeller va évidemment essayer d'empêcher la mise en application de cette loi-là. Ça va prendre énormément de temps, mais c'est un combat d'abord qu'il va perdre, puisque en 1914, la justice américaine va le contraindre à démanteler son empire en 33 entreprises distinctes et autonomes. Mais évidemment, qu'est-ce que Rockefeller va faire par la suite? Eh bien, il va contourner le système en essayant de en essayant de reconstituer de manière indirecte son empire en jouant, par exemple, sur des
sur des échanges d'actions, en créant des entreprises prête-nom qu'ils vont ensuite récupérer ces entreprises-là, au point où aujourd'hui, lorsque l'on regarde les 7 plus grosses entreprises du pétrole aux États-Unis, eh ben, ces 7 entreprises sont en fait des démembrements de la Standard Oil de 1914. Que vous preniez Chevron, Esso, ExxonMobil, etc., les 7 plus grosses entreprises américaines sont donc issues de démantèlement de la Standard Oil. Donc c'est pour te dire combien cet homme-là était extrêmement puissant et extrêmement influent. Mais maintenant, son influence ne s'est pas limitée seulement sur l'aspect financier. Il aura également mis son empreinte sur, si tu veux même, la société américaine en elle-même, puisque lorsqu'il va créer la fondation Rockefeller en 1873, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va énormément investir dans 2 choses, l'éducation d'une part et les sciences humaines d'autre part. La création de nombreuses écoles destinées aux Noirs dans le sud des États-Unis le sont grâce aux subventions apportées par la fondation Rockefeller. Il y a aussi beaucoup d'universités qui vont bénéficier des subventions de la fondation Rockefeller, notamment pour ce qui concerne les sciences, que ce soit les sciences fondamentales comme la physique, les mathématiques, la chimie, etc., et même les sciences sociales et humaines, où la fondation va énormément financer la recherche. Au point où jusqu'aujourd'hui, la fondation Rockefeller, qui existe toujours, est encore citée comme une fondation de référence, parce qu'il faut savoir que il faut aussi pas aussi oublier que John Davison Rockefeller, même si c'était quelqu'un de très très riche et de très très pingre, parce que ceux qui l'ont connu disaient que c'était quelqu'un qui était vraiment la représentation parfois caricaturale de l'avare de Molière, c'est-à-dire que c'était quelqu'un, malgré les milliards qu'il avait, pour changer même de costume, il portait ses costumes jusqu'à ce que le costume se dégrade à fond. Les chaussures, c'était la même chose. C'était quelqu'un qui comptait sou par sou. Pour lui, un sou était un sou, et donc il ne gaspillait pas d'argent. Et donc la seule façon dont il dépensait son argent, c'est évidemment en venant en aide aux plus démunis, en venant en aide pour lui, notamment dans la recherche. C'était pour lui quelque chose de très très important. Et c'est ce qui a inspiré par la suite la plupart des grandes fortunes américaines. Si vous voyez aujourd'hui Bill Gates avec sa fondation Bill and Melinda Gates, je parle également de la fondation de Jeff Bezos, je parle aussi il y a aux États-Unis cette culture de la philanthropie là qui est née avec John Rockefeller. Donc aujourd'hui, on a des dizaines, voire des centaines de fondations aux États-Unis qui œuvrent aussi bien pour la culture, les arts, la recherche et parfois même la politique, en jouant en apportant des soutiens aux hommes politiques. Donc tout ça, cette philanthropie-là est entrée dans la culture américaine et elle est justement la conséquence de l'action dans la société américaine de John Rockefeller. Merci Jean-Paul qui repartait 182 ans en arrière ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On fait un petit tour en musique et on se retrouve dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.